Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter un peu ce que tu es venu faire à la Factory? Ok. Bon, ben moi je suis Julien Marclan, bonjour, et je suis écrivain, comédien, metteur en scène, et, euh, et plus récemment je dirige un festival de poésie qui s'appelle Duodécime de Ménilmontant. Voilà, et j'ai créé aussi un jeu de cartes et de poésie qui s'appelle Duodécime, comme ça, du même nom, mais D-U-O-D-E-C-I-M cette fois-ci, comme 12 en latin. Voilà, et j'ai écrit donc plusieurs bouquins de poésie, du théâtre et un récit, bon, pour ce qui est publié. Ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu plus du texte que tu as lu devant tout le monde hier soir, donc notamment ton projet donc, sur Raphaël Nadal, c'est ça? Hmm. Écoute, c'est une idée que j'avais dans un coin de la tête en fait depuis quelque temps, qui était liée à ma fascination pour ce joueur et aussi au temps que j'ai passé à regarder du tennis à la télé ou même parfois au stade à Roland-Garros, ça m'est arrivé quelquefois. Et, euh, et donc en fait, j'ai eu cette idée de... Il y a eu une opportunité qui s'est présentée qui était le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques à, à Paris et que donc, et même en France, et donc il y a un dispositif qui s'appelle l'Olympiade culturelle 2024 qui propose des résidences d'auteurs, etc., et des projets, etc., autour de l'olympisme. Et donc, cette idée est revenue évidemment avec cette opportunité. Et donc, en fait, résultat, j'ai pu. Voilà, j'ai commencé à travailler dessus. Et grâce à la Factory, à la Maison de Poésie de Normandie, je suis venu en résidence il y a un an pour commencer un peu le travail, etc., défricher tout ça. Et puis là, je suis revenu pour continuer. Après une période où j'ai fait d'autres choses, évidemment, j'avais aussi d'autres projets et tout ça. Et donc, pour continuer le travail dans la perspective de la finalisation qui est dans 6 mois maximum, quoi. Voilà. Et je suis venu donc aussi avec un comédien, Jean-Baptiste Guinchard, qui a une compagnie de théâtre qui s'appelle Le Chemin Ordinaire, la compagnie du Chemin Ordinaire, et qui a été intéressé par le projet depuis le départ, et pour l'interpréter, parce qu'en fait, il y a un projet de livre, c'est ça l'objectif de l'Olympiade culturelle même, c'est un livre qui va sortir au printemps, non en juin, et puis qui serait un livre en quelque sorte à la fois savant et poétique sur le tennis, hein, et sur les vertus du tennis peut-être, ou je sais pas, qu'est-ce que ça m'apprend moi de fréquenter ce Nadal là, Nadal qui est donc une sorte de mot un peu énigmatique, qui devient un peu un mot énigmatique pour moi, hein. Nadal, c'est pas un livre journalistique sur le personnage, il y en a eu plein, c'est pas la question. Donc c'est un livre, une tentative poétique qui pourrait s'apparenter peut-être à quelque chose, moi je l'ai en tête en tout cas, mais toute proportion gardée à une tentative comme quelque chose que pourrait faire Francis Ponge par exemple, hein, de prendre un objet qui a priori est assez éloigné de la poésie ou de choses comme ça, et de taper dessus pour voir jusqu'à ce que sorte la substantifique moelle de cette question, et comment le tennis, les balles, les raquettes, le jeu, le cours, euh, ses proportions, tout ça, etc., toutes ces règles, et ce personnage avec sa discipline extraordinaire, particulière, et son mental d'acier, etc., et voilà, ben, comment ça fait poème, comment ça peut aussi devenir métaphore. Et pour moi, pour la vie, et comment ça peut nous apprendre quelque chose aussi, ou qu'est-ce que ça m'apprend moi en tout cas déjà. Et déjà pour moi, à titre individuel, ça m'apprend beaucoup de choses, peut-être même sur moi-même, ça devient un exercice. Et c'est comme si j'allais à l'entraînement un peu avec Nada, avec Rafa. Je vais à l'entraînement, alors c'est comme dirait par exemple Frédéric Tison, qui est mort récemment et dont je tiens à saluer la mémoire, là, qui est un grand poète qui a été édité notamment à l'Iliodie cette année, du moins l'année dernière. Il parle de la relation du sport et de l'écriture aussi, et il dit, je lui pose la question, et il répond oui, que l'écriture est aussi une lutte avec le langage. Donc il y a bien combat, il y a une lutte avec la langue, et finalement, ce que je fais aussi avec Nadal, c'est aussi aller à l'entraînement
avec lui, avec mon sac et mes raquettes ou mes stylos, et puis essayer de me confronter à cette chose-là, quoi, de rentrer en symbiose avec mon sujet. Et donc ça, c'est la partie du livre. Donc il y a une partie savante, une partie avec des citations aussi, venues du jeu de paume, etc. Le jeu de paume m'intéresse beaucoup parce qu'il y a tout un vocabulaire qui est très riche sur le tennis, toutes les citations qui va à la chasse perd sa place, faire faux bond, épater la galerie, tomber à pic, etc. Donc qui ont un sens souvent polysémique, donc double, multiple et tout ça. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est un guide aussi pour moi dans l'écriture. Et puis il y a une partie aussi qui va être plus expérimentale, peut-être poésie contemporaine, peut-être qui va tourner peut-être autour des mathématiques, je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Et du comptage d'un match, par exemple. Voilà. Et puis une autre partie qui va donc être destinée à un solo de théâtre voilà, donc qui serait joué par ce comédien dont je parlais. Et, euh, et donc, a priori, c'est un solo. Alors, peut-être ça pourrait être peut-être un duel, mais ça serait intéressant aussi d'avoir un duel à un moment, comme deux personnes sur un court. C'est un solo qui pourrait avoir lieu sur un court de tennis aussi. Hein. Donc ça peut être assez amusant de l'imaginer mis en scène sur un court de tennis. Hein. J'ose pas espérer le Suzanne Langlaine à Roland-Garros, ça serait mon rêve, mais je suis pas sûr qu'on nous ouvre les portes. Mais bon, déjà le cours du tennis municipal de Romainville, ça sera bien. Et bon, c'est pas le tennis, mais c'est le club de tennis de Romainville. Et puis voilà, et on va faire ça aussi avec la médiathèque Romain Roland à Romainville, et puis avec d'autres partenaires, des écoles, etc., sur lesquels on va embarquer aussi là-dessus, Gabriel Péry notamment, etc., pour emmener aussi des enfants au stade, et puis les faire écrire aussi sur le sport, tout ça, donc ça va donner lieu à des actions culturelles aussi autour de cette relation sport et écriture. Voilà. Donc c'est ça que je suis venu faire à la Factory, et j'ai pas mal avancé à la fois sur, je dirais, un peu sur le livre, sur l'idée des chapitres, des proportions, des différents textes. J'ai écrit un texte un peu synthétique qui résume un peu mes trouvailles que j'ai fait cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de documentation, évidemment, que j'ai fait ici. J'ai regardé beaucoup d'interviews, beaucoup de matchs, des films anciens, comme le film de Kermadec, je crois, qui est sur McEnroe, qui est un film super intéressant et filmé complètement différemment que le fait la télévision sur le tennis. Et puis, oui, j'ai lu des livres aussi. J'ai lu un livre sur Nadal, qui est écrit par Nadal et un autre journaliste. Voilà, écrit voilà, des livres sur le football aussi, des choses comme ça. Et pour aussi nourrir un peu tout ça, tout mon travail de ces trouvailles. Hein. Voilà. Et donc, j'ai trouvé pas mal de choses. Et puis aussi, j'ai commencé à partir sur cette conférence de presse pour la forme théâtrale, qui serait une sorte de conférence de presse, un peu là comme ça. Là, par exemple, voilà, je suis là, j'arrive, il y a les journalistes. Mettons que tu sois une journaliste, c'est un peu d'ailleurs ça. Donc voilà, on arrive à table comme ça, et puis il y a les journalistes qui posent des questions, ça crépite, hop, et puis on doit faire le débrief du match. Et il y a une conférence de presse qui m'a en particulier influencé dans celle de Nadal, c'est celle quand il gagne l'Open d'Australie en 2009, je crois, après un match de 5h30 contre Daniil Medvedev, éreintant, où il revient de 2-7 perdus à gagner, finalement, en 5-7. Et il est épuisé, évidemment, il est 2h40 du matin, et il vient faire la conférence de presse, parce que c'est contractuel. Comme à la Factory aussi, c'est contractuel. et donc, je crois. Et il raconte comment il est revenu, comment il a trouvé les forces de revenir, que la situation était critique et tout ça, et que voilà. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est un moment très important pour lui, parce qu'en plus c'est une surface dure, donc c'est pas une surface où Rafael Nadal qui favorise le jeu de Rafael Nadal, qui est plus un terrien, on le sait, donc la terre battue, mais bon, il a gagné partout. Mais disons que moins à l'Open d'Australie ou à l'US Open, voilà. Mais voilà. Donc et donc voilà, je suis parti de ça. Et puis après, je me suis intéressé à ce cadre et j'ai commencé à hybrider
aussi des conférences de presse d'autres joueurs, par exemple Novak Djokovic, qui est son principal rival, que j'ai mélangé dans sa voix aussi, parce que Novak Djokovic, je trouve que Nadal est extraordinairement humble, extraordinairement convenu dans un sens, c'est-à-dire il ne déborde jamais, c'est extraordinairement respectueux, etc. Donc c'est merveilleux dans un sens du point de vue humain, mais en même temps, ça fait qu'il dit très peu de choses. Hein. Donc il dira jamais je suis le meilleur, etc. Donc c'est à la fois intéressant parce que ça amène une pauvreté du langage, mais en même temps, quelqu'un comme Djokovic, par exemple, va amener la précision. Et lui, il a une précision d'analyse qui, je trouve, dans ses conférences de presse, est assez remarquable. Parfois, on les prend telles quelles, et c'est vraiment incroyable, parce qu'il suffit de les transposer sur un autre plan, c'est-à-dire, et c'est un peu ce que je fais, c'est que je transpose tout d'un coup ce plan qui est en rapport avec un match, je le transpose sur un plan qui serait un plan plus intérieur, par exemple, ou un plan qui pourrait concerner notre discipline à nous, ou autre chose, et tout d'un coup, ce décalage fait qu'on parle d'autre chose. Et en fait, je me posais la question, mais de quoi tu parles dans ce projet? De quoi tu parles? Et en fait, j'ai réalisé dans ce travail, et c'est toujours comme ça que se processe le travail, et ça m'intéresse vachement, c'est-à-dire que tu ne sais pas au départ exactement quel est ton propos, tu as des intuitions, des choses comme ça qui sont là. C'est parfois comme un nez au milieu de la figure, c'est devant toi, mais tout d'un coup, ton sujet apparaît, et s'exhume un peu comme un truc d'archéologie qui serait sorti du sable, quoi. Pour lequel tu aurais dessiné un carré dans le sol, et puis voilà, voir ce qui arrive. Et en fait, ce pourquoi tu dessines un carré dans le sol, mais c'est pas anodin, en fait. Tu l'as fait. Et en fait, il y a des raisons profondes. C'est pas simplement une idée qui t'est venue comme ça, et puis voilà. Et il s'agit de les trouver. Et en fait, je me suis dit, quel est mon sujet? Et en fait, tout d'un coup, un des sujets, en tout cas, c'est le temps. Parce qu'en fait, ce dont ils parlent tous, ces joueurs à très haut niveau, c'est que tu gagnes pas tant avec une technique supérieure ou avec une force physique supérieure, etc. Ou même parfois une hauteur, la hauteur pas envisagée, mais disons que la hauteur de taille, mais c'est parce que les 100 premiers mondiaux au tennis, ils ont un niveau de ouf. Moi, je veux dire, ils ont un niveau en coup droit, en revers, il n'y a pas réellement de points faibles, quoi, je veux dire ça. Bon, donc, mais tu gagnes aussi à un certain niveau, au niveau du mental. Voilà. Et le mental, il explique très bien, Djokovic là-dessus, que c'est la capacité à revenir dans le moment présent. C'est-à-dire à être vigilant et à savoir que là maintenant c'est un point important, je vais le jouer à fond, sans retenue, mais en étant agressif, en étant très présent, en faisant tout ce qu'il faut que je peux faire d'un point de vue physique, que j'ai appris, que j'ai répété à l'entraînement, etc., et qui me permet de mettre la balle dans le court une fois de plus, voilà, et de déstabiliser l'adversaire, etc. Et à ce moment-là, je vais le faire maintenant. Et cette capacité à revenir dans le temps présent, donc à vivre le temps présent d'une certaine façon, même si c'est une vie un peu particulièrement intense, quoi, qui n'est pas celle de la vie de tous les jours, mais disons que c'est un point essentiel au tennis. Et Novak Djokovic, il raconte justement que évidemment l'esprit va sortir, etc. À un moment, il peut péter les plombs, comme McEnroe pète les plombs en 85 contre Lendl, et sort de son match alors qu'il gagne 2-7-0, et il perd en 5-7. Alors qu'il s'énerve pour rien, etc., parce que son niveau physique commence à baisser, etc. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là dont je parle, comme Djokovic ou Rafael Nadal, ne perdraient jamais ce match. Parce qu'ils sont trop préparés mentalement. Et ils savent très bien qu'un petit pétage de plomb comme ça, etc., peut te faire perdre un match. Tu peux perdre un match en 5 minutes. Et donc, parce qu'encore une fois, les niveaux sont équilibrés. Il suffit que tout d'un coup, l'énergie baisse, l'énergie de l'autre va monter, etc. Et c'est un jeu de vase communicant, quoi. Et donc voilà, en fait le jeu, comment on gagne au tennis? On gagne au tennis en enlevant du temps à l'autre. C'est-à-dire que parfois on dit qu'on prend la balle plus tôt, on l'envoie à droite, on fait un contre-pied, ou je sais pas, ou on fait comme ça, pour enlever du temps, pour que l'autre n'ait pas le temps de s'organiser et ne puisse pas renvoyer un coup fort qui nous déstabilise à notre tour. Donc, en fait, l'objet du temps, c'est pas tant la balle que le temps. Donc, c'est à qui volera le temps de l'autre.
Hein. Donc, et ça, c'est cette idée de voler du temps. Il y a un côté démiurgique là-dedans. Il y a un côté c'est pas le voler le feu, mais pas loin. Tu vois. Donc, et ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un des sujets principaux euh, de la chose. Il y en a un autre qui est probablement lié à ce dont j'ai parlé hier soir en introduction, c'est-à-dire, peut-être tu pourras incruster une image de ça, mais du scaphoïde tarsien. Hein, voilà. Le scaphoïde, je ne l'ai pas avec moi, mais le scaphoïde tarsien, c'est un os du pied, donc, et ça c'est une des trouvailles que j'ai faites ici à la Factory, donc c'est chouette. C'est un os du pied, tout petit os du talon, qui sert à la marche, voilà, et qui parfois subit des nécroses particulières, l'ostéoporose, des freins, et voilà, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Müller-Weiss, qui détruit cet os comme ça, et qui produit des douleurs très fortes, etc., qui empêchent de marcher, parfois, etc. Et donc, tu atteint Rafael Nadal depuis l'âge de 18 ans. Après avoir gagné son premier Roland-Garros, il s'est rendu compte qu'il avait cette maladie incurable. Et il a gagné derrière 14 Roland-Garros après, et 22 titres du Grand Chelem. Donc, c'est-à-dire qu'il a réussi, avec des semelles, des systèmes de semelles, etc., à limiter, et aussi une dose massive d'anti-inflammatoires. Donc, je ne sais pas comment il va le payer, il risque de le payer un jour, mais c'est-à-dire que il a vécu sous anti-inflammatoire pendant très très longtemps. Donc, et donc cet os du pied, le scaphoïde tarsien, là quand j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est super, parce que là tout d'un coup j'ai mon talon d'Achille de Rafael Nadal, c'est-à-dire j'ai voilà, c'est le colosse au pied d'argile, tu vois, et là c'est vraiment le cas. Puisque c'est la terre battue en plus, l'argile, et même cette surface, à la limite, elle parle. Et on en parlait avec Céline de Serre là, hier, justement, elle me donnait cette idée. Elle me disait, oui, mais la terre battue, qui lui va si bien, c'est une surface qui est poreuse et qui est aussi, pas abrasive, mais qui est poudreuse en surface, qui est tendre en surface et dure en dessous. Et en fait, ça va bien à Rafael Nadal. Ça, hein, quelque chose de très dur et en même temps tendre, parce qu'en fait, il y a une grande fragilité psychique en lui. C'est-à-dire qu'on voit bien, il a l'air toujours d'une victime, de galérer pour gagner des matchs, ou de devoir puiser en lui des ressorts incroyables pour arriver à triompher. Il y a toujours cette impression, il n'y a jamais l'impression de facilité comme avec Federer, par exemple, hein, voilà, avec sa technique superbe et tout ça. Donc, et donc, tout d'un coup, là, avec le scaphoïde tarsien, j'avais le symptôme psychosomatique, quelque part, de sa fragilité. C'est-à-dire, comment, peut-être, du moins, après, je ne veux pas aller sur cette hypothèse, ça serait non, mais c'est que, tout d'un coup, il a un symptôme en lui, physique, qui témoigne, qui sert à marcher. Donc, c'est quand même, je veux dire, pour un joueur de tennis, c'est quand même un énorme problème. Et qui devrait lui interdire le sport, et qui sert à tenir la verticalité, etc. Et donc à prendre le poids du corps, et qui donc marche pas, est déréglé, etc. Donc il a une énorme faille personnelle, physique. Voilà. Et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant, parce que moi je me posais la question, si tu veux, de qu'est-ce qu'on fait au bord du cours? C'est ça ma question. Au départ, je me suis dit, je vais écrire sur quelqu'un qui est au bord du cours, qui regarde, et de faire un petit manuel de consolation à l'usage des quidam losers que nous sommes en règle générale, voilà. Et qui sommes seulement spectateurs, hein, et qui jamais ne triomphons dans la gloire médiatique comme ça, voilà, qui en tout cas apparaît comme quelque chose de désirable, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en fait, donc, si je dis ça, c'est parce que ce petit manuel donc, de consolation, je me disais, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est que c'est en rapport avec cette fragilité. Voilà, c'est-à-dire que il nous réconcilie, Nadal, de ce point de vue-là, avec nous-mêmes. C'est-à-dire que lui aussi, il est fragile, c'est ça que je veux dire. Voilà.
C'est que, ah oui, on ne savait pas, mais en fait, ah oui, il est hyper fragile. Marrant, alors que l'image qu'on vend avec la publicité des bagnoles qu'il vend, ou, voilà, ou de Nike, ou trucs comme ça, nous montre, c'est pas ça. Non, c'est la performance à tout prix. Donc, donc c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que tout d'un coup, il y a une identification possible. Voilà. Et en plus, Rafael Nadal, il vient d'avoir un enfant, je crois une petite fille, il me semble. Et donc, je pense que ça clôt sa carrière, ça, parce que l'énergie psychique que ça lui demande de faire ce qu'il fait, avec ses problèmes physiques, avec tout ça, ça ne peut pas lui laisser le temps, ou même l'espace mental de à quel point les enfants te fragilisent. Ils te donnent une force énorme, les enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Je trouve ça merveilleux. Donc, ils te donnent une force considérable, mais ça te fragilise, parce que tu passes au second plan. Tu n'es pas le chouchou qui est porté par toute ta famille. C'est plus toi. Hein. C'est l'autre. Voilà. Et donc, c'est à toi de, maintenant, t'occuper des autres. Donc, il y a quelque chose d'assez voilà, d'ancestral là-dedans. Et je pense qu'il ne va pas y échapper. C'est pour ça qu'il va faire terminer sa carrière cette année. Non. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu es passionné de tennis depuis tout petit. Ouais. Ouais. Et la poésie, pareil, depuis tout petit. Oui, du moins. Je suis passionné de tennis depuis avant la poésie, je pense. Parce qu'en fait, on jouait enfant. Tu vois, moi, j'avais une propriété chez mes grands-parents où il y avait un tennis. Donc, on jouait enfant avec les parents, les grands-parents, avec les cousins et tout ça. Et donc, si tu veux, ça a toujours été une attraction un peu familiale, sympa. Et donc, j'ai pris goût à ça, et depuis toujours, résultat, je garde Roland-Garros. Moi, j'ai le souvenir, parce qu'avant Nadal, il y a une préhistoire à ça, évidemment. Moi, j'ai le souvenir de Borg, d'abord. Regardez Borg gagner à Roland-Garros avec mes parents, hop, qui étaient d'ailleurs assez fans, quoi. Et puis, ensuite, il y a eu Lendl, il y a eu Agassi, il y a eu des tas de joueurs que j'ai aimés. Ferrero, que j'ai beaucoup aimé, qui est un Espagnol aussi, qui a gagné 3 fois à Roland-Garros, moi, j'étais un peu amoureux, quoi, quand même voilà. Toute proportion gardée, mais disons que et puis Kuerten, voilà, et d'autres, mais et il y a plein de joueurs que j'aime aujourd'hui encore, voilà. Mais donc après j'ai eu des intermittents, j'ai plus ou moins suivi à certains moments, mais en gros, ça vient de loin le tennis, et je m'y suis remis depuis 2 ans. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est quand, puisque j'ai ce projet-là, quand je vais jouer au tennis, j'estime que je travaille. Et puis pour la poésie, c'est autre chose. C'est juste que je pense que je suis né poète en seconde, en classe de seconde, grâce à un professeur de français magnifique qui s'appelait François Toulouse, et qui était un éveilleur, quoi. Un éveilleur rabelaisien, sorti de chez Montaigne, voilà, et de l'humanisme. Et qui nous a éveillés à... Voilà, et je veux dire, et l'objet, dans la classe de François Toulouse en seconde, alors que moi j'étais un cancre absolu, hein. J'étais un cancre absolu, viré de tous les bahuts les uns après les autres, etc. J'ai plafonné à 8 maximum, je crois. Donc, tout d'un coup, à partir de la classe de seconde, qui était dans une école qui s'appelle l'école Maigret, qui n'est plus, je crois, ce que c'était, parce que Maigret était un génie de la pédagogie, et donc il avait réussi à entraîner avec lui une série de professeurs qui étaient tous vraiment vachement intéressants. Il n'y avait pas que Toulouse, il y en avait d'autres aussi qui étaient séduisants, quoi. Donc tu avais envie de faire partie de la bande, quoi. Et tu disais, bon voilà. Et résultat, l'objectif en classe de seconde a changé complètement. Tout d'un coup, c'était plus de faire n'importe quoi, de s'enfumer la tête ou de voilà. Tout d'un coup, c'était de ne pas être un rhinocéros. C'était quand même incroyable. Et on parlait dans la cour de l'école, etc. On était là, ah oui, alors, comment ne pas être un rhinocéros et tout ça, en gros. En référence au rhinocéros de UNESCO, sur le conformisme, voilà. Et Toulouse, il avait les tampons verts et rouges. Donc, si tu avais dit une connerie dans ta copie, mais tu as un tampon vert, tu vois. Et si tu étais un gros con avec tes parents aussi, c'était tampon rouge, généralement, en gros, c'est ça que ça voulait dire, potentiellement. Et ça s'appliquait souvent à des petits bourgeois, quand même. Donc voilà. Donc, quand j'ai étudié avec Toulouse, Ronsard, Dubélé, etc., et puis après Musset, Beckett, plein d'autres, là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Voilà. Ça que je voulais faire. Après, je me suis passionné de philosophie.
mais j'ai vite réalisé que j'étais pas philosophe, même si j'ai fait un doctorat de philo. Et puis j'ai fait du théâtre en parallèle, donc résultat, il me manquait toujours quelque chose. Voilà. Je viens d'une famille de musiciens, j'ai fait un peu de musique aussi à un moment, mais c'est voilà. Et donc j'ai toujours eu un peu le cul entre deux chaises, entre guillemets, c'est-à-dire entre le travail de comédien, la compagnie de théâtre, etc., et puis le travail d'écriture, la poésie. Et puis avec le temps, ce qui était une contradiction ou trop d'envie, ou je sais pas, tu vois, différente, avec le temps, ça s'est synthétisé, c'est devenu cohérent. Voilà. Et ça m'a permis de développer aujourd'hui une expertise sur par exemple, le fait de dire la poésie. Tu vois. Voilà, sur comment on passe de l'écriture à l'interprétation. Tu vois. Voilà. Et du coup, là, ton projet, c'est surtout sur le tennis, mais est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui te parlent et qui reviennent, par exemple, dans tes textes souvent? Euh, oui, alors bon, c'est la vie en règle générale, hein, de toute façon, mais euh, le. Non, alors par exemple, il y a des choses formelles, par exemple comme les mathématiques, hein, qui par exemple relient la musique et l'écriture, relient aussi potentiellement le sport et l'écriture. Donc parce qu'on compte dans les deux cas. Euh, d'ailleurs, le, le jeu de paume, euh, disons, le jeu de paume est contemporain aussi d'un certain théâtre, au théâtre de la Renaissance par exemple, comme ça. Et donc, on jouait le théâtre au jeu de paume. Et aussi les chasses qui sont au sol du jeu de paume, qui déterminent, qui sont un système de gagne-terrain en fait, font qui correspondent à chasse 2, 4, 8, etc. Et puis qui déterminent aussi les espaces sur le court, le comptage des points, le 15, 30, 40, c'est 40 pieds. Ce sont des pieds. C'est une unité de mesure. Et en fait, on arrive au filet à 60. Et c'est pour ça qu'un jeu, c'est 60. C'est 60, on ne le dit pas, mais on dit jeu. Mais on dit 15, 30, 40, etc. Ce qui est 45 en réalité. Mais et en fait, les pieds, voilà le rapport, par exemple, très concret avec la poésie. On compte les pieds, tu vois, en poésie, on compte les alexandrins, 12, etc. On compte les décasyllabes, etc. Donc il y a une concomitance, en quelque sorte temporelle historique, à mon sens, qui est une hypothèse, mais entre le comptage de l'alexandrin, par exemple, et de la poésie classique à une certaine époque, je dirais, voilà, à l'époque déjà de la Pléiade, mais un peu plus tard aussi, plutôt, au XVIIe par exemple, XVIIIe, et l'essor du tennis. Il n'y a pas de relation de cause à effet, mais c'est juste qu'il y a une sorte de cousinage de vocabulaire, de choses comme ça, de références, de systèmes métriques, etc. Voilà. Et ça, c'est aussi une trouvaille, parce que c'est intéressant. Parce que ça permet de faire le lien concret entre les choses. Et pas de simplement dire, ah, ça n'a rien à voir, aucun rapport. Si tu creuses, tu trouves un peu. Ok. Et pour terminer cette partie de l'interview, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver tes travaux? Est-ce que tu as un site internet, des Oui. réseaux sociaux? Alors, oui, on peut trouver. Pour ce qui est édité, j'ai édité mon premier livre en 2000 qui s'appelait Neige, aux éditions Les Signes, qui est un recueil de poèmes. Je pense qu'il doit en rester très très peu. Euh, il y a, il y a ensuite, en 2004, j'ai écrit Paroles et musique aux éditions Le Veilleur, suivi de Amitié à Pérec. Le Veilleur, aussi une maison d'édition qui a fait faillite, mais il y a encore quelques exemplaires très rares qu'on peut peut-être trouver et encore difficilement. Ensuite, j'ai écrit donc Réclame, une pièce de théâtre en 2007 qui est aux éditions Les Signes. Ensuite, Sur l'oubli, suivi de Que le temps dure aux éditions Les Signes. C'est du théâtre aussi, même si c'est proche de la poésie. Et, et puis,
ensuite, j'ai édité Beau présent doré, donc, dont j'ai fait une adaptation à un spectacle chez Christophe Chaumont éditeur, qui est un éditeur roannais. Le travail de Beckett sur les lipogrammes, j'ai beaucoup travaillé sur les lipogrammes, donc les alphabets restreints, etc. Le beau présent, la belle absente en particulier, et aussi doré parce que je travaille sur aussi les contraintes mathématiques dérivées du nombre d'or, et qu'utilisent souvent les compositeurs, notamment mon père dans ma famille, mais d'autres amis aussi, pour créer des architectures, en fait, et puis essayer de se déplacer, encore une fois, dans le langage et tout ça, pour essayer de trouver des formes nouvelles, hein, même si on n'invente jamais vraiment rien, mais c'est la tentative, en tout cas, qui est faite, et essayer de faire un tant soit peu une tentative d'invention qui soit de décalage, de dérapage, qui soit maîtrisée. Voilà. Et c'est ce que permet la contrainte. Mais et, et un rapport musical aussi à la langue. Mais et plastique. Mais aussi après, il y a eu, après Pendant Doré, il y a eu un récit que j'ai écrit sur un de mes amis d'enfance qui est mort, qui s'est suicidé. Donc j'ai écrit un récit qui interroge un peu ma génération, hein, et mon milieu, d'une façon, sur les circonstances de tout ça, qui s'appelle Un jour neuf, aux éditions Unicité. Et puis ensuite, j'ai aussi fait paraître plus récemment aux éditions Les Lieux-Dits, qui est une très belle édition, Les Lieux-Dits, Germain Ross, qui a une collection qui s'appelle Les Parallèles Croisés, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Sedge, voilà, qui signifie une sorte de charme au sens celtique du terme, comme ça. Et puis ensuite, et puis j'ai fait paraître l'année dernière une pièce de théâtre aux éditions Les Cygnes aussi qui s'appelle Silva, ou La piste interdite, qui est une pièce de théâtre immersive en forêt. Donc voilà, où le public découvre un peu le scénario, etc. Donc c'est un peu une pièce à l'envers. Et, et donc voilà, et puis là je travaille sur Nadal, qui va être publié dans cette année, alors je ne sais pas encore où, mais je sais qu'il y a un autre bouquin de poèmes qui va être publié, qui s'appelle chez Germain Ross, Les Lieux-Dits, Les Parallèles Croisés, qui va s'appeler Partition, au pluriel, Partition d'un oiseau perdu, et qui va reprendre ce travail de filage, de tissage, etc., très formel, mais en même temps, voilà, que j'ai fait sur aussi l'observation des oiseaux, le tissage du jardin, tout ça, et sa traduction aussi formelle dans la page. Et donc, et puis, et voilà, et j'ai aussi fait paraître 2 bouquins de traduction de poésie chez Christophe Chaumont, un qui s'appelle Soir d'été de Geoffrey Nutter, qui est un ami poète new-yorkais, et un bouquin qui va paraître aussi qui s'appelle The Red Gaze, Regard rouge, de Barbara Guest. Et ça, c'est en collaboration avec Molly Lou Freeman, qui est une poétesse américaine qui vit en France, qui est complètement bilingue. Et moi, je parle couramment aussi anglais, donc à 4 mains, on a fait ça. Voilà. Voilà. Et j'ai créé aussi ce jeu de cartes et de poésie, donc du Duodécime dont je parlais, aux éditions Play Factory, qui est un éditeur de jeux, qui consiste à faire des alexandrins, à faire des vers sans en avoir l'air. Voilà. Et du coup, tu as un site internet Oui, alors j'ai un site internet à mon nom, qui s'appelle julienmarclan.com, et j'ai une page YouTube où je mets parfois des explications de textes, de poèmes, etc., parce que c'est quelque chose qui est important, parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas des universitaires qui se penchent sur votre travail, etc., comme ils le font pour des grands poètes, comme Roubaud, tout comme ça, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui comprend le processus et qui peut l'expliquer, le transmettre, voilà. Parce qu'en fait, le processus, c'est aussi une partie importante du travail, c'est pas seulement le résultat. Il n'y a pas que le résultat aussi qui est intéressant, mais après, il y a les goûts et les couleurs, c'est autre chose, mais disons que c'est... Voilà. Donc, cette chaîne YouTube, elle me permet aussi parfois d'expliquer certaines choses. On a fait à la Factory aussi des explications de Sedge, par exemple, des explications voilà, d'autres, et puis de Beau présent doré sans doute, et puis et puis à apparaître aussi, j'ai un autre livre qui est une sorte qui s'appelle Galets, flots, sanglots, sable et amer, et qui je ne sais pas où ça va paraître encore, mais qui est un journal poétique
voilà, 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 qui part d'une tentative d'épuisement de l'aube en Grèce euh, pour basculer dans une sorte de quête généalogique personnelle. Voilà. Mais voilà. Bon, et puis oui, alors il y a la page Facebook du festival, Duodécime de Ménilmontant. Le site internet aussi, Wix, du festival Duodécime de Ménilmontant. Donc c'est duodécime ménilmontant.wix, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et puis, voilà, mon Instagram, voilà. Est-ce que toi aussi tu vois A en noir, E en blanc, I en rouge, U en vert et O en bleu? Voyelle de Rimbaud, bien sûr. Ça j'aime beaucoup parce que parce que comme je l'ai dit, j'ai travaillé sur les lipogrammes et les lipogrammes c'est des alphabets restreints et donc ça rend très sensible à la matière de la langue et à la matière des signes et au gramme et les lettres. Et donc, dans l'hypogramme, l'hypo, comme l'hyposuction, c'est l'alphabet, quoi. Des lettres. Et donc, enlever des lettres en grec. Et, euh, et, et j'ai écrit un texte, d'ailleurs, je crois, est dans un livre, je ne sais plus lequel, mais qui est une sorte de un peu de blague, mais qui est comme ça, mais qui prend les lettres de l'alphabet et puis qui explique un peu leur fonction. Voilà. Et alors je me rappelle que par exemple je dis que le L, c'est le lubrifiant de la langue française, tu vois. Parce que c'est ce qui fluidifie, voilà. Avec le F aussi un peu de fluide. Donc mais le L, c'est vraiment ce qui amène la langue à couler. Tu vois. Et ça c'est voilà, c'est un exemple. Le A noir, c'est évident. C'est-à-dire que quand on prend la disparition de Pérec, qui est donc le livre qu'il a écrit le lipogramme en E, donc sans la lettre E, qui est la voyelle la plus commune dans l'alphabet, on a quasiment que des A. Donc tout d'un coup, des parties non pas des parties présentes, oui, il y a ça, mais il y a aussi, disons, ça devient une langue noire. C'est évident. Disparaître le E, c'est. Et il a écrit après les revenantes, écrit R-E-V-E-N, E-N-T-S, etc., où il fait disparaître les A. Et non, où il fait revenir les E, il n'y a plus que des E, je crois. Dans mon souvenir, je crois qu'il n'y a plus que des E. Donc résultat, et là, la langue est blanche. C'est évident. J'ai écrit un poème, par exemple, qui est dans Beau présent doré, qui s'appelle Palpitant miracle, qui est écrit avec les lettres du nom d'une fille, et ça devient une langue rouge, avec ces I, ces trucs comme ça. Ben, le I est rouge, tu vois. Euh, le U vert, pourquoi pas. Le O en bleu. Ouais, je l'aurais peut-être mis en jaune. Le temps d'apprendre à vivre est-il déjà trop tard? Il n'y a pas d'amour heureux à Aragon. Alors, je suis pas un grand fan d'Aragon, voilà, pour des raisons que j'aime pas trop quand la poésie se chante elle-même ou s'auto-célèbre elle-même. Mais j'aime bien quand elle est au service d'un objectif et qu'elle, euh, qu'elle devient un outil optique ou un outil d'habitation poétique commun du monde. Le temps d'apprendre à vivre est-il déjà trop tard? Mais bon, c'est quand même beau. Hein. Euh, je dirais que je dirais non. Non, parce que apprendre à vivre, c'est vivre. Non, c'est vivre avec un grand V, quoi. Non. Donc, en effet, oui, je sais pas. Il y a peut-être un moment quand même où on stagne, tu vois. J'ai pas j'ai l'impression de progresser, mais j'ai peut-être un moment où on stagne et où finalement après, bon, je suis pas sûr qu'on apprenne plus, beaucoup plus. Mais bon, après, je sais pas, je vais voir. Hein. Je veux pas insulter l'avenir.
Où écris-tu le nom liberté? Liberté Éluard. Liberté, je l'écris dans le mot contrainte. Ça, c'est clair. Hein. Je sors de session en prison, hein, où on a travaillé sur cette question de la relation donc avec Julie Lemeur de la Factory, et qui m'a emmené ma sortie de prison et tout ça aussi. Et j'ai travaillé avec des détenus, courte peine, longue peine. Et la problématique que j'avais proposée, c'était comment la contrainte rend libre. Alors c'était un peu abusé, je trouvais, parce que c'était un peu, un peu facile quand même, pour quelqu'un qui n'est pas en prison de dire ça, tu vois, bon, c'est quand même, c'est limite. Mais les gens ne l'ont pas pris comme une provocation, ils se sont inscrits, certains en tout cas, les quelques-uns qui sont inscrits, et puis voilà. Mais moi, c'est ce que je crois au fond, c'est-à-dire que si j'étais en prison, je pense que j'essaierais d'en faire une contrainte, cette contrainte, j'essaierais d'en faire quelque chose plutôt. Et, et en tout cas, moi, je n'écris pas sans contrainte. Sinon, j'ai rien à dire. D'ailleurs, j'ai rien à dire. c'est juste que dis-moi pas plus que n'importe qui. Je veux dire, au fond, on a chacun notre vie, nos amours, nos trucs. Bon, le mot liberté, il est essentiel, mais il ne faut pas le galvauder. Décréter la liberté, tu vois, revendiquer la liberté ou une identité ou l'expérience ou l'inexpérience, tu vois, est suffisant? Je crois pas. Hein. Et je crois que tout poète, par exemple, a une bibliothèque comme colonne vertébrale, tu vois, et des livres de chair. Donc c'est la liberté. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. La liberté est illusoire, complètement illusoire. C'est une illusion. Donc on croit avoir des désirs singuliers, des choses comme ça, mais tout ça est pas programmé, mais est inscrit dans nos gènes, dans notre éducation, dans ce qu'on voit à la télé, dans ce qu'on voit, voilà, dans plein de choses. Donc, et à propos du langage, l'écrivain qui écrit, et ça, il faudrait vraiment oui, qu'on en soit conscient pour mettre un peu aussi dans la transmission, notamment de la poésie. Mais tout écrivain qui écrit est un voleur. C'est un pilleur de tombes. C'est-à-dire qu'il vit avec un matériau qui lui préexiste. Il n'y a pas un élément de ce que j'écris qui est personnel. L'ensemble est personnel, le mouvement est personnel, la synthèse est singulière ou personnelle, peut-être. Mais chaque élément séparément est emprunté. C'est des trouvailles, des choses que j'ai lues dans les livres, voilà, et j'écris parce que j'ai lu, tout simplement. Donc voilà, voilà. Et de ce point de vue-là, par rapport à cette question de la liberté, et par rapport à cette question du vol aussi, du vol et de l'envol, vol qui permet l'envol, l'instruction, c'est ça. Récemment, je voyais un documentaire sur Luciano Berio, grand compositeur italien contemporain, qui a repris dans Symphonia, une pièce géniale, avec des Swingle Singers qui parlent, etc. Il a repris plein d'éléments, notamment je crois que c'est la 5e symphonie de Mahler, mais je me trompe peut-être, que ça, et il reprend plein de citations, des choses comme ça, des citations même de textes, de Beckett, de plein de choses, etc. Il a été critiqué un peu pour ça, à un certain moment, etc. Et il y a un chef d'orchestre, je crois, qui parle dessus, etc. Et il dit, mais si vous prenez la Passion selon saint Matthieu de Bach, qui pour moi, je ne sais pas, un monument, pour moi c'est une des plus grandes œuvres d'art qui ait jamais été faite, et ben il montre que chacun des chants, des chœurs, sont des chœurs préexistants. Donc c'est-à-dire que Bach a assemblé et synthétisé et réarrangé, si tu veux, un ensemble de chœurs qui sont préexistants. Donc si Jean-Sébastien Bach arrange des chœurs comme ça, qui sont préexistants et les met ensemble, etc., bah moi j'ai le droit de faire ce que je veux, entre guillemets. Non mais, et on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est juste quelque chose qui m'a fait, que j'ai trouvé utile vraiment pour moi. Et je crois que c'est utile aussi de le dire.
Que seras-tu demain dès l'aube? Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Victor Hugo. Euh, Victor Hugo, c'est magnifique, hein. Moi j'adore. C'est un des plus grands poètes qui soit. Et c'est parce que ça coule de source, parce qu'il écrit comme il respire en quelque sorte. T'as l'impression que je suis une force qui va. Ça, j'aime bien cette citation de Victor Hugo parce que ça me parle. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tous à un moment potentiellement des forces qui vont. Et on peut ouais, déplacer un peu des montagnes parfois en faisant ça. Et parfois, on en souffre énormément aussi. D'être une force qui se plante, qui rame, tu vois, qui se prend des murs. Tu vois. Donc, où seras-tu demain dès l'aube? Demain dès l'aube, j'espère être au travail. Parce que j'écris à l'aube. Et je préfère nettement l'aube à l'aurore. Parce que, en fait, la différence étant que, évidemment, l'aurore, c'est quand le soleil apparaît, et l'aube, c'est la lumière qui précède l'apparition du soleil. Donc, en Grèce, par exemple, on a vécu un moment magnifique comme ça dans un atelier que je donne chaque année, dans le sud-est du Péloponnèse, à qui part ici, où il y a 700 mètres de falaise qui tombent dans la mer Égée, et à chaque fois on fait un poème de promenade, on part à 5 heures du mat et on va voir l'aube. Et on va écrire en marchant, un poème de promenade, et on va voir le soleil se lever sur la mer Égée, c'est un plein est, comme ça. Donc c'est sublime, et le poème se termine par un poème de baignade dans l'eau, voilà, à 11h du matin, après une grande marche de 5 heures à peu près. Et on s'est fait la dernière fois un poème d'aube, on s'est posé devant cette aube comme ça, c'était magnifique. On était à plusieurs, comme ça, les participants. Et c'était une aube un peu nuageuse, pluvieuse, etc., avec les nuages qui s'agrippaient à la falaise, etc. Et c'était magnifique, quoi. Voilà. Donc, et il y a eu un moment de silence. En fait, c'était un moment tout d'un coup de paix, d'accalmie. Au-dessus de la mer, on était déjà à 500 mètres à peu près, un peu comme ça. Et cette aube nous a fait faire silence. On avait un peu parlé avant et tout ça, et tout d'un coup, boum, on s'est tous tus. Parce que c'était trop beau. C'était trop beau. Donc voilà, l'aube, moi j'adore. Parce que c'est aussi le moment de l'espérance. C'est-à-dire que quand la lumière commence à arriver, qu'elle se redresse, du moins qu'elle devient à la verticale, etc., elle écrase tout. Elle écrase les reliefs, elle écrase les contrastes parfois, elle accable, tu vois. Elle rend avoir la réalité criante, parfois cruelle aussi du monde, des choses, etc. Et alors que l'aube, il y a toujours de l'espoir. Et il y a aussi cette réassurance qui est essentielle, qui est cette réassurance que la nuit n'est pas éternelle. Donc, parce que voilà, la nuit, on peut flipper, hop, et tout ça, et on a toujours un petit doute quand même. Est-ce que le soleil va vraiment se lever? Est-ce que je vais rester dans cette chambre la nuit, comme ça? Et quand on voit poindre cette lumière-là, bleue, tout, ou jaune, je sais pas, et ben, ça y est, on est rassuré. On est rassuré. Et cet espace de temps entre le moment où on voit cette première lumière dans le ciel, etc., où il y a encore des étoiles, où il y a encore... voilà, et le moment où le soleil a vraiment réapparaît et tape dans la gueule, en l'occurrence en Grèce, voilà, et ben pour moi, c'est vraiment le meilleur moment de l'écriture. Voilà. Quel est ton indolent compagnon de voyage? L'albatros, Baudelaire. L'oiseau, oui, c'est le compagnon de l'homme, mais c'est aussi le rêve de l'homme. Donc on a eu un spectacle hier soir voilà, de rêve de vol, et c'était intéressant parce que c'est vrai que l'oiseau, moi, c'est vraiment une figure qui revient tout le temps. Là, tu me parlais de est-ce qu'il y a des choses qui reviennent dans ton travail? Eh bien, le vol, l'oiseau, le moineau, ou l'aigle, ou non, ou plutôt le passereau. Eh ben, c'est des figures qui reviennent tout le temps chez moi. Mais peut-être parce que aussi, évidemment, voilà, ils sont capables de faire quelque chose que l'homme n'est pas capable de faire par lui-même, avec ses propres moyens.
que j'ai travaillé comme, à partir de conférences de presse notamment, mais aussi plein d'autres choses que j'ai hybridées, fictionnées, etc., par rapport à ce matériau-là, chez Nadal, mais aussi chez d'autres, et j'ai appelé ça la conférence pour le moment. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'aboutissais avec ce matériau assez pauvre de la conférence de presse à une forme de langue que j'ai apparu comme que j'ai caractérisé comme en disant c'est une langue de bois pure qui ne peut mentir. Voilà. Et donc cette langue de bois voilà, qui ne dit pas grand-chose, voilà, bah, comment elle avance, comment finalement il y a des choses qui se disent aussi, et comment aussi en évident, en enlevant toutes les références au tennis, toutes les références au sport liées à cette sauge-là, comment tout d'un coup apparaît un autre propos, ou un propos plus universel qui n'est pas exclusivement lié au tennis, justement. Même là. Bueno. Oui, si on met tout ensemble, le scénario, le momentum, ce que cela signifie, oui, sans aucun doute, ce fut probablement le plus grand retournement de situation de ma vie. À ce moment, bien sûr, la situation était critique, mais c'est imprévisible, et c'est ça qui est beau, non? C'est improbable, mais pas impossible. Et si jusqu'au bout, bien sûr, quand tu passes les moments difficiles face auxquels tu te sens mal et cherches à prendre le dessus pour saisir ta chance, que tu es négatif, c'est difficile, mais il faut essayer de faire quelque chose. La chose normale serait de ne pas y arriver, de ne rien gagner dans cette situation, de ne pas accepter si les choses ne tournent pas bien. Il faut essayer alors de retrouver cet état optimal d'équilibre et de symbiose, tenter de t'extraire et d'atteindre un meilleur rendement, un meilleur état, d'ajuster tes mouvements à chaque moment, sur chaque point, différent chaque jour, chaque période. Bien sûr, tout ça, ce sont des mots, c'est la théorie. C'est toujours plus difficile à faire qu'à dire. Beaucoup de choses, des facteurs extérieurs nous affectent aussi, tout joue. Et il y a des choses qu'on ne peut maîtriser, qu'on doit accepter. La nervosité, par exemple, ou les événements dramatiques qui pourraient entrer en jeu et prendre le dessus pour le meilleur ou pour le pire. Mais d'un côté, j'ai eu des chances importantes. Je me répétais un grand nombre de fois que j'avais perdu un grand nombre de fois en ayant eu des chances, parfois en étant un peu malchanceux. Je voulais juste continuer à y croire jusqu'à la fin. Je voulais me donner une chance et c'est ce que j'ai fait. Continuer à y croire, que je pouvais trouver une solution. Aussi, j'ai été chanceux et de ne pouvoir me sortir de ce moment. Ça a été beaucoup de moments décisifs comme celui-là. Cela n'a pas toujours été à mon avantage. L'opposé serait même vrai. C'est une situation critique. Fléchir, s'arc-bouter, lancer, rebondir, encore rebondir, tandis que l'autre se déploie simultanément comme ça, à l'opposé, élastique, sorte d'unique et caduque battement d'aile, imprévisible ou presque, lancé, surgit à côté et un peu en avant de soi, juste sur le côté, oui, en l'air, à hauteur, sans compliquer les choses, mais au-dessus, devant, ni forcer les contorsions. La seule chose que tu veux à ce stade, c'est ajuster, que ça passe avec une certaine force, effectivement, et retombe et reste dans les limites raisonnables imposées, ni trop haut, ni trop... et éviter la catastrophe, rater, trop bas, de t'envoyer dans le décor à force de viser trop haut. La seule et unique faute et responsabilité, car cela, c'est la seule chose qui ne dépend que de toi. L'autre n'y peut rien. Et tu sais que tu peux perdre ou gagner, particulièrement avec cette tension qui croît dans ton... Et tu ne peux pas perdre, rater, quoi, un moment important. Il faut que tu tiennes tes nerfs, les crocos, froids reptiles en plongée, c'est parti. Je ne sais pas, n'en parlons plus. La plus grosse bataille est toujours, disons, ce soir, c'est pour moi. J'ai été dans cette position un certain nombre de fois, mais ce soir, c'est inoubliable. Je suis très chanceux, merci, même en même temps, je crois m'être beaucoup battu et avoir beaucoup travaillé pour essayer de me donner une chance, ni trop haut, ni trop bas, donc lancer légèrement au devant de soi, de façon à ce que, quand tu es armé en position comme ça, présent en extension quasi maximale dans ton monaxe latéral, la ligne courbe oblique plongeante à la fin, très fléchie, et ta ligne tend à la verticale, détente et bascule, ça va vite dans ces moments. Et l'ondulation se propage comme un coup de fouet jusqu'à l'impact, où une sorte d'espace s'ouvre. Des lignes droites en volume, enfin, par rapport à ton regard, à ta ligne de conduite, au fond, et que tu puisses viser le rond dans le carré, et pointer en même temps, en quelque sorte, avec ce qui vient de s'ouvrir, en s'offrant à l'air. Courber, basculer, pousser, effectuer la rotation d'arrière, en avant, toujours en avant, ailleurs.